Bonjour à tous et bienvenue dans Le Coin Sport. Aujourd'hui, on va parler de la série Netflix Full Contact et plus particulièrement de la saison 2 au début. Et on va finir sur pourquoi, selon moi, c'était voué à l'échec dès le début, dès l'année dernière quand on a eu la première saison. Je me suis très fort douté déjà à ce moment-là qu'il n'y allait pas avoir de saison 3 parce que c'était pas du tout ce que moi j'attendais, même en tant que personne qui regarde Drive to Survive, qui est donc la série inspirée, qui a inspiré Full Contact. Donc la saison 1, personnellement, j'ai pas détesté. J'ai pas passé le meilleur moment de ma vie, je vais pas mentir. Mais quand on part du principe que c'est inspiré de Drive to Survive, que c'est la même maison de production qui fait ça, honnêtement, il y a rien qui m'a choquée dans la saison 1. La seule chose que j'ai trouvée vraiment dérangeante pour le coup, c'est le fait que les équipes Netflix avaient très peu accès, ou en tout cas c'est ce qui était, ce qui transpirait de la série, c'est que les équipes avaient très peu accès aux vestiaires, aux entraînements, au staff, aux joueurs, etc. À part ceux qui avaient accepté d'être au centre de l'attention sur l'équipe ou l'épisode. Mais j'avais pas trouvé qu'il y avait un énorme déséquilibre dans la représentation des équipes. Et en fait, pour ce dernier point-là, je trouve que c'est complètement l'inverse de ce qu'on a dans la saison 2. On a 80% de représentation de l'Angleterre et le reste, c'est les autres équipes. On a un épisode sur l'Irlande et encore, c'est Irlande-Angleterre. On a un vrai épisode pour la France. On a deux épisodes, 3 épisodes pour le Pays de Galles. On doit avoir 3 épisodes aussi pour l'Écosse et 2 épisodes pour l'Italie. Donc, c'est pas fameux, on va pas se mentir. Non, 3 épisodes pour l'Italie aussi. On va pas se mentir, c'est pas fameux. C'est également très dérangeant parce que l'année dernière, c'est pas l'Angleterre qui a gagné. Le choix de scénario peut se justifier, le choix éditorial peut se justifier si l'Angleterre avait écrasé tout le monde, avait gagné l'année dernière, même sans faire de grand chelem, mais juste avait gagné le tournoi l'année dernière. Et c'est pas ce qui s'est passé en fait. L'Angleterre ne finit pas premier l'année dernière, donc il n'y a rien qui justifie le fait de les avoir comme point central de la saison 2. À part le fait que c'est les seuls qui ont sûrement ouvert leurs portes en grand à la production Netflix. Et je vais pas vous mentir, après avoir vu cette saison-là, je serais pas surprise que dans l'année qui suit, on ait une série de ce style-là, entièrement concentrée sur l'Angleterre, sur leurs exploits, sur leur année, tout ce genre de choses. Parce que les joueurs ont l'air d'avoir apprécié et les joueurs ont l'air d'avoir participé avec plus ou moins de plaisir, mais avoir accepté participer pour beaucoup d'entre eux, parce qu'on a quand même Marcus Smith, on a Steve Broadwick qui a pas parlé au tout début de la saison, on le voit que très peu, mais après le 2 ou 3e épisode, on l'a plusieurs fois en interview. On a les discussions qu'ils ont à table entre le staff, etc. On a aussi Joe Marler, on a un petit peu de Maro Itoje, on a... alors j'ai George North dans la tête, mais c'est pas lui. Je vais y arriver, je vais retrouver son nom. Mais George Ford, c'est le nom que j'ai cherché. Donc on a George Ford, on a Jamie George qui, en plus de ça, accepte de parler de la maladie, du décès de sa maman pendant le tournoi de l'année dernière. Ce qui, je pense, il aurait pu refuser au vu de toutes les autres équipes qui, je pense, pour beaucoup ont refusé. Donc voilà. C'était déjà un truc qui m'avait dérangé l'année dernière de pas voir, par exemple, l'Irlande.
On n'avait que très, très peu de choses sur eux. On les a même pas vraiment vus célébrer le Grand Chelem alors que c'est quand même un sacré accomplissement pour, n'importe quelle équipe de rugby au final donc j'aurais aimé pouvoir avoir ce genre de choses mais je pense que, c'est pas le moment. J'en parlerai après. Donc pour moi l'épisode 1, le début de l'épisode 1, à partir de ce moment-là, je savais que j'allais pas passer un bon moment et je n'ai effectivement pas passé un bon moment. C'était très long à regarder, surtout parce qu'en fait, j'avais l'impression de regarder une série sur l'Angleterre et j'aurais pas choisi de regarder une série sur l'Angleterre, on va pas se mentir, parce que c'est pas les personnes qui ont fait le tournoi le plus intéressant. Il y a certains joueurs, voilà, en interview que je trouve pas si agréable que ça à écouter. J'ai beaucoup aimé, par contre, les scènes où on les voit s'entraîner, les scènes avec les jeunes, j'ai oublié son nom, le jeune qui oublie ses pour ceux qui ont regardé la série, le jeune qui oublie ses crampons, juste avant sa première titularisation, contre la France? Non, parce que nous, on est en dernière journée. Bref, il est titularisé pour la première fois et la semaine, comme ça, après les vacances, il est rentré chez lui, il a oublié ses crampons chez lui et il fait une réflexion qui m'a fait rire juste après qu'il apprenne sa titularisation. Il dit du coup, il va falloir que j'aille m'acheter des crampons. J'ai trouvé ça drôle, je vais pas mentir, parce que il faut aussi trouver des trucs comme ça drôles, sinon la saison est très 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 longue. Mais bon, un peu plus en détail. Donc pour le premier épisode, on se concentre sur la rivalité Marcus Smith-George Ford et sur les frères Cannonnet qui jouent du coup pour l'Italie et donc c'est le match Italie-Angleterre. Moi cet épisode-là, je savais que j'allais pas forcément aimer la saison en elle-même. Parce que on se concentre énormément sur le côté business de Marcus Smith. On le voit aller acheter un Mercedes G-Wagon, qui est une voiture qui coûte beaucoup d'argent. Et en fait, on voit par contre, j'ai trouvé que ça, si on analyse un petit peu plus loin, que juste Marcus Smith a de l'argent, ça met bien en lumière les problèmes du rugby anglais actuellement. C'est-à-dire que les joueurs ne peuvent pas ils peuvent vivre uniquement sur leur salaire. Ils ne peuvent pas faire une carrière longue avec possiblement des complications et s'assurer une vie post-rugby sans avoir des choses en dehors du rugby. Marcus Smith, on l'a bien vu, il a des contrats avec des marques comme on peut avoir en France également. Hein. Mais en France, même si ça peut devenir plus que son salaire normal, c'est vu comme un complément. C'est pas une source principale de revenus. Par contre, en Angleterre, au vu des problèmes financiers de la fédération en général, ce genre de contrat est essentiel si les joueurs de rugby veulent très bien gagner leur vie et veulent s'assurer un futur. J'ai envie de dire tant mieux pour Marcus Smith, mais la différence entre lui et des jeunes joueurs qui ne sont pas encore du tout dans ce truc-là, qui voient pas vraiment comment faire et aussi les joueurs plus âgés que Marcus Smith qui n'ont pas la même image, qui n'ont pas le même style, qui sont aussi fondamentalement pas de la même génération, donc n'ont pas cette vision des réseaux sociaux, de l'image de marque, etc. En fait, c'est deux mondes différents et pour moi, c'est vraiment le contraste et la mise en lumière du problème du rugby anglais actuellement, c'est le manque de fonds pour tout le monde. Voilà.
Mais il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le fait qu'on le voit montrer son argent comme ça. Mais en fait, au final, c'est le quotidien de beaucoup de joueurs de rugby. Il faut pas faire semblant que ça n'existe pas. Il faut pas faire semblant que c'est que quelques joueurs de rugby. En France, on a 80% des joueurs qui sont, non, j'abuse. On a peut-être la moitié des joueurs, on va dire, qui sont sponsorisés par autre chose, euh, par des marques de vêtements, par des marques autres, mais qui s'inscrivent dans le monde du rugby. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent aider. Il y a aussi les partenariats propres à l'équipe. Par exemple, un exemple qui me vient en tête là tout de suite, c'est Toulouse avec Peugeot, où il y a un partenariat des joueurs avec Peugeot, en fait, par le Stade Toulousain. Tout ce genre de choses, ça existe dans le rugby français, et je pense que c'est vu différemment par les fans anglais, parce que c'est pas spécialement l'ADN du rugby anglais. Mais malheureusement, voilà, c'est ce que je disais tout de suite, c'est qu'il va falloir en fait que tout le monde s'y mette si les clubs veulent pouvoir revenir à un niveau, parce il va falloir pouvoir faire des concessions sur l'argent, en fait, tout simplement. Donc, je vais pas mentir, l'épisode 1, je n'avais aucun souvenir de la blessure de Marcus Smith. C'est dire à quel point j'ai une bonne mémoire. L'année dernière, ça m'avait fait la même chose quand j'avais regardé la saison 1. J'avais pas du tout le souvenir de plein de choses qui s'étaient passées. J'ai le souvenir des matchs, des résultats, etc. Mais ce genre de détails, on va dire, pas du tout. En ce qui concerne l'Italie, j'ai énormément apprécié le fait de voir et de rentrer comme ça dans l'intégration de Quesada, parce que en fait on en a vu que très peu de choses l'année dernière, et moi de ce qu'on avait vu en saison 1 et de ce qui transparaissait en fait dans la presse, transpirait dans la presse, l'un ou l'autre, les joueurs, en fait j'avais l'impression qu'il n'y avait pas une très belle intégration de l'entraîneur dans le groupe avec les joueurs, parce que c'est super important en fait. Si la moitié des joueurs et du staff peuvent pas encadrer l'entraîneur, ça va forcément poser des problèmes dans le futur plus ou moins proche. Et j'ai trouvé qu'il a fait énormément d'efforts. Alors oui, il avait très probablement déjà des notions d'italien, on va pas se mentir, mais de voir les joueurs en parler entre eux, de discuter de ce genre de choses, et plus tard de revenir sur le truc en disant il nous a quand même permis de faire plein de choses cette année, etc. C'était vraiment très cool. Ça m'a fait un peu penser, qu'on le voit lui dans sa vie perso, ça m'a fait un peu penser à Warren Gatland l'année dernière, qui avait expliqué le conflit fédération galloise, joueur gallois, en ayant une discussion avec sa femme, parce que les caméras Netflix avaient été interdites de rentrer dans l'hôtel des joueurs. Voilà, c'est un truc que je déplorais l'année dernière, parce qu'il y avait 10 000 autres manières de faire les choses. Et juste voir une porte et d'avoir Ryan Gatland qui marche dans un parc avec sa femme et qui lui explique ce qui se passe, franchement, c'était un peu lunaire, alors je vais pas mentir. L'épisode 2, on se concentre donc sur Angleterre, Pays de Galles. Donc 2 fois l'Angleterre d'affilée. À ce moment-là, je me suis dit, oula, ça commence à faire beaucoup. Je ne sais plus qui dit c'est pas Drive to Survive des Gallois. J'ai trouvé ça un petit peu mal placé, on va dire. Alors, je pense que c'était une blague, mais au vu de la réception de la série par le grand public, je pense que Full Contact a beaucoup de choses à envier à Drive to Survive, parce que
Ils ont réussi à faire tout ce que n'a pas réussi à faire le rugby depuis 10 ans. Et malheureusement, il va falloir que le rugby s'y mette à un moment donné. Donc au Pays de Galles, on se concentre sur George North, qui du coup prend sa retraite internationale à la fin du Six Nations. J'ai trouvé ça super intéressant. J'ai trouvé ça très cool de le voir penser à tout ce genre de choses, etc. Le Pays de Galles, bien, comme on le sait tous et on le voit tous, c'est un pays en très 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 grosse difficulté. Et voir des joueurs emblématiques comme ça de cette équipe partir dans ces conditions-là, j'ai trouvé ça intéressant à voir et je trouve d'un point de vue médiatique très intéressant à analyser. Donc on en parlera un petit peu après. Mais ouais, j'ai trouvé l'épisode 2 pas super intéressant. Si, après l'épisode 1, je me suis dit, les images sont presque encore plus incroyables que l'année dernière. Déjà, l'année dernière, c'est un truc qui m'avait interpellée, c'est la qualité visuelle des images. On a des très belles images dans Drive to Survive, c'est pas du tout le souci, mais c'est des endroits fermés, le public, on le voit, mais voilà, il n'y a pas de. Alors que dans un stade de rugby, le public est tout aussi central que les joueurs. Et je pense à une image spécifique où je me suis dit waouh! C'est à la fin de l'épisode 1, quand on voit une pénalité qui est tapée avec le coucher du soleil dans les poteaux. Magnifique image. Et on a des images comme ça de tout, vraiment. Pendant tout le long de la saison, j'ai adoré voir toutes ces images-là. C'était magnifique, visuellement en parlant, même si la trame de l'histoire n'était pas spécialement intéressante pour moi. J'ai trouvé que visuellement, c'était juste un 20 sur 20, quoi. Ensuite, troisième épisode avec l'Angleterre, puisque on se concentre sur le match Écosse-Angleterre, la Calcutta Cup, le match à regarder. C'est un match que personnellement j'adore voir, j'adore parler de toute cette compétition qu'il y a entre l'Écosse et l'Angleterre. En France, on dit souvent qu'on est pour les Français et toutes les équipes qui jouent contre les Anglais. Pour connaître la culture de l'autre côté de la Manche, je peux vous dire que c'est un peu pareil. C'est-à-dire que les équipes des îles britanniques, enfin les autres équipes britanniques qui ne sont pas l'Angleterre, soutiennent toutes les équipes qui jouent contre l'Angleterre. Pour des raisons assez évidentes. Voilà, si jamais ouvrir un livre d'histoire, c'est assez flagrant. Mais honnêtement, pour l'Écosse, c'est décrit comme le match de la saison. Et oui, c'est le match de la saison pour un peu tout le monde, je trouve, des deux côtés du terrain. Parce qu'il y a cette pression et il y a l'histoire de la Calcutta Cup, qui est la plus grande histoire entre deux nations de rugby. Et forcément, c'est un match qui est tout le temps mis en lumière, qui est tout le temps, on en parle tout le temps, beaucoup, 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 beaucoup. Je ne sais pas quand est-ce que c'est cette année, mais j'ai très très hâte. Le match est le 22 février et j'ai déjà hâte qu'on soit le 22 février, je vais pas vous mentir. Donc cet épisode-là est concentré sur la rivalité et je pense que c'était mon épisode préféré dans la construction. Donc on se concentre sur Duhan van der Merwe, qui est donc un joueur écossais naturalisé il y a 4 ans maintenant, 4 ou 5 ans il me semble, pour jouer pour l'Écosse, puisque ça fait déjà plusieurs années qu'il jouait pour l'équipe d'Édimbourg. C'est un joueur que moi j'aime beaucoup, beaucoup jouer. J'ai eu le plaisir de pouvoir le voir en vrai il y a quelques
quelques semaines quand ils sont venus jouer à Vannes. Et c'est un super joueur de rugby. Je pense qu'il faut juste allumer sa télé quand il y a l'Écosse et qu'il est dans le squad pour voir que c'est vraiment un joueur de rugby exceptionnel. J'ai appris le nombre de chirurgies qu'il avait eu. Je suis choc et stupeur, je vais pas vous mentir. Je m'attendais pas du tout à ça. Je savais pas qu'il avait subi autant de chirurgie à un si jeune âge, parce que malgré tout, il me semble pas qu'il, dans la façon dont il en a parlé, pour moi, il s'est pas fait opérer depuis qu'il est arrivé en Écosse, donc ça fait 7 ans. Donc il y a 7 ans, il avait quoi, 22, 23, 22, 23 ans, quoi. Donc je trouve ça waouh. Ouais, parce qu'il a 29 ans, donc ouais, il avait 22 ans. Avant 22 ans, il avait eu quand même pas mal de chirurgie. Donc franchement, je le trouve très sûr dans son rugby pour quelqu'un qui a eu autant de faiblesses dans sa jeunesse. Et ça montre aussi que la rééducation est super importante et la confiance en soi est super importante aussi, parce que ça joue, hein, quand on a confiance dans sa rééducation et dans soi-même, pour refaire des petits crochets, pour refaire des courses, mettre des essais en plongeant un peu suicidairement, il faut avoir confiance. Donc j'ai noté c'est le premier épisode où on a une vraie interview de Steve Bostwick. Donc c'était un épisode en fait que j'ai trouvé super intéressant parce que on voit le côté humain du rugby et le côté psychologique qu'a le rugby, parce que encore une fois, le but de ce genre de série, c'est de sensibiliser le public général qui en a rien à faire de ce qui se passe sur un terrain aux joueurs, en fait, parce que c'est les joueurs qui attirent le public qui ne comprend pas les règles, n'aime pas spécialement le rugby, mais va suivre pour les personnes, les gens qui sont sur ce terrain, les deux côtés, même si on n'aime pas tel ou tel joueur dans cette équipe-là, il y a un joueur qui va nous plaire, et on est bien plus susceptible de suivre la compétition, de regarder les matchs, de faire de l'audience, d'engager, de faire des clics, parce que c'est aussi super important juste d'aller sur le site du Six Nations pour regarder les résultats. C'est important parce que ça rapporte de l'argent. Donc j'ai trouvé que c'est ce genre d'épisode qu'il aurait fallu avoir tout au long de la série, mais le problème c'est que tout le monde n'a pas ouvert ses portes comme j'imagine a pu le faire. Pour moi, les équipes qui ont le plus vraiment ouvert et qui se sont plus impliquées dans la production, c'est l'Angleterre, l'Écosse et l'Italie. Parce que on a eu vraiment beaucoup d'images d'eux et on a eu vraiment beaucoup d'analyses, il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup de choses. Et oui, pour moi, c'est les équipes, et ça se reflète en fait dans le nombre d'épisodes dans lesquels on les voit. Mais pour moi, l'épisode 3, c'est le meilleur épisode. Si vous voulez regarder un épisode parce que c'est sympa, parce qu'on voit des belles images, regardez l'épisode 3, vraiment. Donc, je reprends ma phrase. On montre bien le côté humain du rugby et l'influence que le mental peut avoir sur un match et sur un joueur, tout en montrant le fait que deux nations peuvent avoir une rivalité si forte que s'il y a un match à gagner sur toute la saison, sur les 10 ou 12 matchs internationaux sur la saison complète, s'il y a un match à gagner, c'est ce match-là des deux côtés. Donc il y a toujours un déçu, c'est toujours ce qui est sympa. Depuis quelques années, c'est toujours les Anglais les déçus. Donc en tant que Français, ça nous plaît quand même très fortement. Mais ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode-là, et malheureusement, l'épisode 4 m'a énormément déçue. Et je l'ai trouvé extrêmement ennuyant. Donc après l'épisode 4, je me suis arrêtée pour la journée parce qu'en fait, j'avais juste pas envie de m'infliger ce genre de choses. Donc l'épisode 4, on se concentre sur le match Pays de Galles-France au Principality Stadium, et
on se concentre en France tout particulièrement sur Nolan Le Garec, puisque on le savait déjà, si vous avez suivi Petite Nation l'année dernière, on a parlé de ça pendant 15 jours. C'était, et à l'étranger aussi, ça a fait quand même pas mal de bruit. C'était la première titularisation en équipe de France de Nolan Le Garec. Il a vécu sa première titularisation dans un des plus beaux stades de rugby au monde, donc franchement, je pense que celle-ci, il va s'en souvenir. De toute façon, on se souvient toujours de sa première cape, mais c'est vrai que le vivre comme ça, et on le voit dans l'épisode, c'est super émotionnel et ça fait quelque chose à un joueur. Encore une fois, avec cette discussion qu'a Nolan Le Garec, on voit vraiment la psychologie du rugby et la psychologie du fait de jouer son rugby. Bien sûr, on ne peut pas ne pas parler du fait qu'on a vu Antoine Dupont, on a parlé d'Antoine Dupont. Ils étaient obligés. Oui, j'aimerais bien, même en tant que fan du rugby, même en tant que personne qui trouve qu'Antoine Dupont est probablement un des joueurs les plus complets qu'on ait vu jouer au rugby, c'est très chiant. C'est très chiant de parler que de lui. Malheureusement, on s'est concentré sur quelqu'un qui a joué au même poste que lui, et on s'est concentré sur quelqu'un qui a, à très peu de choses près, les mêmes qualités rugbystiques que Antoine Dupont. Donc on était obligé de parler de lui, et en plus de ça, il était au Principality, donc on l'a vu assis, regarder les matchs, etc. Alors le seul truc, c'est que dans le début de la série, dans l'épisode 1, il y a un petit truc, genre on voit plein de scènes des épisodes, et on voit Fabien Galtier dire « La défaite n'est pas une option ». Et on ne le voit pas dans l'épisode, ou alors j'ai été tellement peu absorbée par l'épisode que je l'ai pas remarqué. Mais je tenais à souligner cette phrase qui est prononcée par Fabien Galtier. Au début de cet épisode-là, j'avais déjà un petit peu remarqué, parce qu'en italien, ça n'avait pas été fait, et comme je regarde la série en anglais, puisque j'ai le bonheur de pouvoir comprendre l'anglais et le français et d'assez bien me débrouiller en italien, je regarde la série uniquement avec les sous-titres, et je peux faire autre chose en même temps, je comprends à peu près toujours ce qui se passe. Mais parce que je regardais la télé à ce moment-là, il y a un gros mot qui est dit par Mathieu Jalibert et il n'est pas traduit. Et effectivement, j'ai été re-regarder, j'ai fait attention après. Il n'y a aucun gros mot qui n'est traduit, à part une fois où en fait ils n'ont pas le choix. Et s'ils ont le choix, Netflix a fait le choix de ne jamais traduire les gros mots et de se débrouiller pour formuler la phrase autrement. J'ai trouvé ça hilarant. Voilà. Puisque pour ceux qui regardent Drive to Survive, on a des gros mots à tout va et c'est pas spécialement un truc qui dérange, j'ai l'impression. Et là, c'était un petit peu plus feutré, alors que bon, on connaît tous. Voilà. C'est pas. C'est dans le vocabulaire, quoi. Moi, j'ai trouvé ça. Alors, en tant que Française, hein, encore une fois, en tant que personne française qui suit le rugby de France, j'ai trouvé ça intéressant de voir la perspective qu'avaient d'autres nations, d'autres journalistes sur la position que Fabien Galtier avait l'année dernière au moment du tournoi Destination, qui, moi, je trouve, n'a jamais été vraiment vu comme précaire. Oui, on a raté notre Coupe du Monde à la maison. Non, j'ai jamais vu Fabien Galtier se faire virer comme un malpropre après le tournoi Destination, même si on avait fini 4 ou 5e. J'abuse un peu. Même si on avait fini plus loin que ce qu'on a fait l'année dernière, j'ai jamais vu Fabien Galtier se faire virer. Encore là, je ne le vois pas se faire virer. Si cet été n'a eu aucune incidence sur son contrat, je ne le vois pas se faire virer avant la fin de la Coupe du Monde. Sauf bombe atomique qui arrive sur l'équipe de France et où c'est dévoilé que c'est 100% sa faute. Je vois pas un monde où Fabien Galtier se fait virer. Parce qu'en fait, c'était le point de lumière de cet épisode-là, c'était 2 nations en difficulté qui n'ont pas gagné leurs 2 premiers matchs. Et alors, la France, si je ne m'abuse, oui, le 2e match de la France, c'était donc France-Italie. Et on fait match nul, et le premier match, on se fait déchirer par les Irlandais à la maison. J'aurais bien plus aimé voir ce match-là
Voilà, genre là, l'épisode 3 par exemple, ou même l'épisode 2 en fait. D'avoir le premier et le deuxième épisode, vraiment mis, en lumière sur les la première semaine et cetera. Bref. Donc les journalistes et Netflix tournent ça en mode 2 sélectionneurs qui potentiellement sur la sellette si ils gagnent pas ce match-là. Encore une fois, c'est comme le Écosse-Angleterre ou Angleterre-Écosse. Il y a forcément un déçu là dans l'histoire, donc il y allait forcément avoir quelqu'un qui allait perdre et un sélectionneur qui, selon leur dire, était potentiellement sur la sellette. Encore une fois, vu de l'extérieur et vu ce qui se passe au Pays de Galles en ce moment, dans aucun monde, je vois Warren Gatland sur la sellette. En tout cas, pas tout de suite, puisqu'il faut du temps. Il faut de l'argent, ce qu'ils n'ont pas, et les jeunes ne font que monter actuellement. Il faut encore attendre au moins 2 ans. Donc voilà, c'était quand même malgré tout intéressant de voir ça de l'extérieur, puisque c'est 2 avis très divergents. Après, je suis d'accord. C'est aussi possiblement un choix éditorial d'avoir dit ce genre de choses pour rajouter du drama. J'en suis à 100% consciente. Je connais la mode de la série, et de la boîte de production, mais voilà, c'était sympa. J'ai l'impression que la France a donné quand même un petit peu d'accès. C'était pas extraordinaire, mais on a vu des choses. On a vu Marcoussis, on a vu les vestiaires, on a vu l'entraînement du capitaine, on a vu quand même 2-3 trucs que d'autres nations n'ont pas spécialement donné accès. Un truc que j'ai pas aimé, et c'est possiblement spécifique à moi puisque je suis dans ce monde-là, c'est Warren Gatland qui dit que les journalistes cherchent toujours la petite bête. Déjà, c'est gratuit. Et en plus de ça, oui, il y a des journalistes qui font leur travail, je trouve, pas de la meilleure manière, mais le travail d'un ou d'une journaliste, c'est de parler de ce qui fait parler. C'est-à-dire, dans ce cas-là, Warren Gatland qui choisit de ne pas sélectionner Georgia North, c'est forcément la chose dans laquelle on va parler sur ce match-là. C'est un choix super fort, c'est un choix qui, comme j'ai dit, va faire des clics, c'est un choix qui va faire parler, que ce soit dans le petit monde du rugby ou sur les réseaux sociaux, sur tout ce genre de choses. Ça va faire parler. Donc oui, les journalistes vont forcément en parler. Oui, les journalistes, si l'équipe est à une moyenne de 5 ou 10 caps, oui, forcément, c'est des choses dont lesquelles les journalistes vont parler. Et oui, les journalistes vont parler quasiment que de ça parce que c'est ce qui fonctionne et c'est ce que aussi le public veut savoir. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Et je peux en parler encore pendant des heures par rapport à la politique de communication de Fabien Galtier, puisqu'en fait, c'est tout à fait sa politique. C'est 2 sélectionneurs qui se ressemblent un petit peu, hein. Pas dans les choix tactiques, mais dans le choix de communication. Qui sont un petit peu à contre-courant, qui sont tous les 2 pas du tout fans des médias. Donc mais oui, enfin, oui, et en fait, il parle de ça parce qu'il dit, on n'est jamais montré du côté positif. Mais oui, le Pays de Galles n'est pas montré d'une manière positive, mais c'est aussi la réalité des choses. Il faut pas se voiler la face. Le Pays de Galles, ça fait 2 ans que ça va pas et que c'est tout noir chez eux, qu'il y a un nuage permanent d'orage au-dessus de la fédération, que les équipes en club, c'est catastrophique, que ils n'ont pas gagné un match depuis les matchs de poule de la Coupe du Monde 2023. On arrive en février 2025. Ce soir, on est le 31 et ils jouent contre l'équipe de France. Et ils n'ont pas gagné un match depuis septembre 2023. C'est fou, c'est fou. Et oui, il faut en parler, oui, il faut parler qu'il y a un problème fondamental dans le rugby gallois. Et les médias ont besoin d'en parler, les médias doivent en parler. Donc ça sert à rien de dire ça dans une série comme ça.
où en plus de ça, c'est complètement l'ADN de la série en fait, de parler de drama. C'est ce pourquoi la série a été faite et c'est ce pourquoi la série a été créée en fait. Donc je comprends pas trop le principe, mais bon. La comparaison, par contre, dans ces deux matchs-là, enfin dans ces deux équipes-là, j'ai trouvé intéressant puisque pour des raisons très très différentes, bien entendu, les deux équipes avaient besoin de faire des changements. En France, que vous aimiez ou non Fabien Galtier et sa façon de faire, une des choses que personnellement j'apprécie particulièrement dans son management, c'est le fait que, oui, il a eu besoin de faire des changements, il en a encore besoin aujourd'hui, mais il le fait graduellement. Il va pas changer son 15 comme ça, du jour au lendemain, ça n'arrivera jamais, sauf s'il y a 15 blessés sur ces 15 titulaires. Fabien Galtier ne changera jamais, par exemple, toute sa deuxième ligne, toute sa première ligne, il n'aurait jamais enlevé Gaël Fickou, sauf si il est blessé, comme il l'est actuellement. C'est aussi pour ça qu'on a eu tellement du mal à bouger Danty de son poste, même s'il était bien moins bon, puisque la politique de Fabien Galtier, c'est si un mec, il joue pas trop mal, et que ça fait longtemps qu'il est là, il est quasi sûr d'être sur la feuille de match. Warren Gatland est parti du côté opposé, où donc il a fait le choix super fort contre la France au Principality Stadium de ne pas sélectionner George Junior, ce qui est l'équivalent d'un mec comme Gaël Fickou dans l'équipe de France. Sauf que Gaël Fickou en 2019, quand l'équipe elle était en complète reformation et qu'il a fallu tout changer de fond en comble, Gaël Fickou c'était le dernier mec. C'était le mec debout sur le champ de bataille quand il n'y a plus personne. Et c'est pour ça que Gaël Fickou est super important dans la construction de l'équipe de France et dans le moral de l'équipe de France. Et je trouve que ce choix-là, cette différence complète et fondamentale dans la façon de manager les choses et dans la façon de faire les choses, j'ai trouvé ça super sympa d'avoir ce miroir entre les deux nations qui font la même chose mais de manière très différente. Là, sur les 2 premiers matchs, oui, on a perdu, mais il avait décidé d'avoir Lucu en tant que capitaine parce que c'était la continuité de la Coupe du Monde, parce que c'était la continuité de ses choix depuis qu'il était arrivé à la tête de l'équipe de France. Mais au tournoi Destination, ça faisait déjà 1 an que beaucoup de gens parlaient de Nolan Le Garec, que beaucoup de gens soulignaient son style de jeu. En plus de ça, au Racing, à ce moment-là, il était associé à Finn Russell. Je trouve que l'association des deux était incroyable, je vais pas mentir. Si un jour on peut réavoir ça, moi je signe demain, tout de suite. L'association était vraiment sympa parce que c'est 2 styles de jeu complètement opposés. Voilà. Il faut être vraiment clair dans... Finn Russell, c'est la folie, et Nolan Le Garec, c'est le mec qui voit son plan de jeu et qui sait improviser, mais qui voit son plan de jeu et qui est ultra pragmatique par rapport à sa façon de jouer. Mais l'association des deux, moi, je la trouvais super sympa. Et donc, faire ce changement-là, à ce moment-là, parce que déjà, il en a besoin, parce que là, ça n'allait pas du tout, vraiment. Et en plus de ça, parce qu'il avait l'occasion et que dans tous les cas, il n'avait pas vraiment le choix que de mettre Nolan Le Garec sur les feuilles de match, que ce soit sur le banc ou en tant que titulaire, parce que à ce tournoi-là, on n'avait pas Antoine Dupont dans tous les cas, donc c'était le moment de faire des changements, il n'avait pas le choix, et il l'a fait. Et aujourd'hui, le 31 janvier 2025, Nolan Le Garec est sur le banc, et c'est la doublure officielle, on va dire, d'Antoine Dupont, à mon avis, jusqu'à la Coupe du Monde 2027, et même probablement après, sauf si Antoine Dupont décide de prendre sa retraite internationale, et je ne le souhaite pas, est blessé, mais la personne qui remplace Antoine Dupont aux yeux de Fabien Galtier, c'est Nolan Le Garec aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça très intéressant de voir ce changement s'opérer,
On a eu quand même pas mal d'accès, donc voilà. L'épisode était pas mal, même s'il y a des choses que j'ai pas spécialement appréciées. Donc après, on va aller très vite sur le reste des épisodes et on va passer sur pourquoi c'était perdu d'avance sur cette série-là. L'épisode 5, Angleterre-Irlande. J'ai l'impression que l'Irlande a tout fait pour ne pas apparaître dans la série. Félicitations, ils ont réussi. C'était un épisode ennuyant comme jamais. On a vu que les Anglais, on a parlé que de ça, et ça s'est tellement vu que l'Irlande a donné si peu accès à leurs joueurs, si peu accès à leur staff. C'est affligeant, vraiment, c'est affligeant. Donc voilà, c'est à cet épisode-là où je me suis dit, franchement, ça m'étonnerait pas que l'Angleterre ils aient leur propre série parce qu'ils avaient l'air tellement contents de faire ça. Voilà. Angleterre-Irlande, l'Irlande gagne. Ils sont contents, mais on n'a pas l'impression qu'ils sont si contents de ça. Écosse-Italie, bah, il s'est pas passé grand-chose. On n'a pas vu grand-chose de l'Écosse, on a vu beaucoup pour l'Italie, mais c'était pas exceptionnel. On revoit Sébastien Negri, il me semble que c'est. J'ai une très bonne mémoire des noms, hein, comme vous pouvez le voir. En fait, c'était le joueur sur lequel ils se sont concentrés l'année dernière qui revient à ce moment-là après s'être blessé sur les premiers matchs. On le voit, il parle de son mariage, c'est super mignon, mais pour moi, c'est parce qu'ils n'avaient pas trop le choix que de parler de ça, parce que c'était pas spécialement super utile. Sur le storytelling, oui, il se refait mal aux côtes pendant le match contre l'Écosse, mais est-ce que c'était vraiment très utile de parler de ça? Je ne sais pas. Épisode 7, Italie-Pays de Galles, c'est à ce moment-là qu'on apprend la retraite de George North. Encore une fois, très triste, parce que ça se voit qu'il n'avait pas spécialement envie de prendre sa retraite, mais qu'il a été un peu poussé vers la porte par les décisions du sélectionneur. Je trouve ça très dommage et assez déplorable pour un joueur du talent de George North, parce que il a porté, comme il le dit, il a porté le maillot pendant 14 ans. Il a tout donné pour porter le maillot pendant 14 ans. Et en plus de tout ça, il est après parti du Pays de Galles pour aller jouer à Provence en France. Parce que je pense qu'il avait un meilleur salaire, des meilleures opportunités et un cadre de vie bien plus sympa. Et l'épisode 8, comme l'année dernière, on fait le Super Saturday. Parce que en fait, c'est un peu aussi comme ça qu'on l'appelle en français, hein, c'est le super samedi où il y a les 3 matchs de clôture le même jour et où en général on sait qui va gagner, et si une des équipes ou plusieurs peuvent faire le grand chelem, c'est à ce moment-là où on sait qui gagne et qui fait le grand chelem. C'était un épisode pas trop mal. On fait un petit point sur tous les mecs qui potentiellement peuvent prendre leur retraite. On voit donc Peter O'Mahony, si c'est bien ça, il me semble. J'ai une mémoire des noms aujourd'hui, c'est terrible. Donc Peter O'Mahony qui effectivement décide de ne pas lui prendre sa retraite internationale, qui d'ailleurs ne joue pas, il me semble. Je ne sais pas s'il n'est pas blessé cette semaine. On voit également donc Joe Marler qui lui décide de prendre sa retraite en novembre de l'année dernière. Ce qui n'est pas dit dans le documentaire, c'est que Joe Marler, avant l'annonce de sa retraite, a en réalité tenu des propos extrêmement déplacés envers les Néo-Zélandais et la tradition du haka. Des propos qui sont, à mon humble avis, extrêmement déplacés et alors c'est pas inconscient, non éduqué en fait, parce que déjà je trouve que se moquer de la culture d'une autre nation est quelque chose d'absolument lunaire. Mais en plus de ça, il suffit de se pencher sur la culture et la tradition du haka pendant 20 secondes pour se rendre compte que c'est très important pour les Maoris et que c'est quelque chose à respecter profondément. Mais après, quand on voit les comportements que les nations européennes
ont eu pendant la tournée d'automne envers le haka. Je ne suis pas si surprise que ça, malheureusement. Et donc, je pense très fortement que Joe Marler a été poussé vers la sortie par la fédération et par son club, puisque déjà c'était un gros salaire, donc au vu des difficultés financières de la fédération et des clubs dépendants de la fédération anglaise, ça fait du bien à tout le monde. Et en plus de ça, je pense qu'il n'aurait jamais pu être resélectionné et resélectionnable au niveau de l'éthique, puisque personnellement, j'avais pas spécialement envie de revoir quelqu'un qui pense ce genre de choses. Et je pense qu'il n'aurait pas pu faire un match contre les Néo-Zélandais, puisque ça aurait été pris comme un énorme pied de nez d'avoir un joueur qui tient ces propos-là sur un terrain face à des Néo-Zélandais qui attachent autant d'importance et qui donnent autant d'importance au haka et à leur culture, ce que je trouve complètement normal. Donc voilà, c'est tourné différemment dans la série. Je peux pas vraiment leur en vouloir. Ils avaient pas envie d'en parler et la fédération a peut-être aussi dit non. Joe Marler a aussi peut-être dit non. Ça ne me choque pas spécialement, mais je voulais et je me devais d'en parler puisque je pense que c'est la raison de sa retraite. Et dans tous les cas, je trouve que c'est des discussions qu'il faut avoir puisque il a eu des propos déplacés. Il faut qu'il y ait des conséquences quand on fait des choses qui ne sont pas acceptables en société. Donc on parle de Joe Marler. George North, il montre un petit peu sa vie après voilà, il a l'air de s'éclater à Provence. Et on voit également donc Sébastien Negri qui est marié à sa femme, etc. Encore une fois, pas spécialement intéressant, puisqu'en plus il n'était pas censé être le focus principal de la série. Mais j'ai l'impression que les producteurs ont un petit peu oublié ça vers l'épisode 4-5. Et on s'est concentré plus sur lui que sur les frères Canonnet. Et je trouve ça pas cool parce que j'ai bien aimé découvrir leur histoire un petit peu. Donc voilà. Mon sentiment à la fin de ces 8 épisodes, c'est très long. Voilà. J'ai pas d'autre chose à dire que ça. J'ai pas spécialement apprécié. J'ai dû me forcer à regarder les 3-4 derniers épisodes parce que je m'ennuyais profondément. Et pour tous les gens qui y pensent, il n'y a même pas l'excuse de « Ouais, mais c'est parce que tu sais déjà ce qui se passe ». Non, puisque oui, je sais ce qui se passe dans la saison de Formule 1, puisque je regarde tous les Grands Prix. Et si je ne peux pas regarder un Grand Prix, je ne me spoile pas le résultat et je regarde le Grand Prix en replay. Donc, je sais tout ce qui se passe. Je suis également la presse et tout ce qui se passe autour du monde de la Formule 1, comme je le fais pour le rugby. Pourtant, j'adore regarder Drive to Survive. Voilà. C'est un peu mon plaisir secret, mon plaisir caché. J'adore regarder Drive to Survive. C'est pas ce qui m'a amené à regarder la Formule 1. Je suis la Formule 1 depuis des années. Mais la Formule 1 voulait se donner une deuxième jeunesse. La Formule 1 voulait toucher les jeunes, voulait toucher plus de femmes, voulait toucher un autre public que celui qui l'avait, puisque c'était un public vieillissant, en grande partie masculin. Et au milieu des années 2010, on peut plus se permettre d'avoir ce positionnement et d'être OK avec ça. Donc quand ça a été racheté par je vais y arriver. Quand ça a été racheté par Liberty Media s'est donné comme mission numéro 1 de conquérir des nouveaux marchés. Ça a été le marché des pays du Golfe et des États-Unis. Ils ont complètement réussi et ça a été de donner une seconde jeunesse à la Formule 1 et ils ont complètement réussi avec Drive to Survive, en fait. Juste ça, avoir une politique de réseaux sociaux complètement différente et un peu décalée, de faire plein de vidéos YouTube, etc., les a beaucoup aidés également parce que il suffit de connaître l'algorithme YouTube pour se rendre compte que ce genre de choses fonctionne. Ils faisaient
des vidéos, en format, petit, enfin short, tout ce genre de choses, TikTok, Instagram, des posts, plein de choses en fait qui ont, rajeuni le public et qui ont rajeuni l'image de la Formule 1 et c'est ce qu'essaye et c'est ce qu'a besoin malheureusement, hein, également de faire le rugby. Enfin malheureusement non, puisque ça c'est pas une tare, hein, de faire ça, de d'ouvrir la porte d'un milieu fermé puisque, il faut pas oublier que ça reste un milieu de niche, le rugby, comme la Formule 1. D'ouvrir la porte de ces milieux-là à des gens qui n'ont pas les mêmes classes sociales que le public typique de la Formule 1 ou du rugby, c'est quelque chose qu'il faut faire aujourd'hui pour faire perdurer des sports de niche comme ça. Et c'est ce que n'arrivent pas à faire d'autres sports. Et le rugby, aujourd'hui, on a besoin pour la stabilité financière en grande partie de toutes les fédérations. Oui, en France, on a énormément de chance. En France, on arrive à faire perdurer le rugby, mais il y a malgré tout des problèmes. Et alors, il n'y a pas que ça comme problème, il n'y a pas que des problèmes financiers, etc. Il y a d'autres problèmes, il y a des problèmes d'image, dans toutes les fédérations. Il y a des problèmes d'image, il y a des problèmes de communication, il y a plein d'autres petites choses, mais le nerf de la guerre, c'est l'argent. Voilà. En France, on a un problème que n'ont pas les fédérations galloises, anglaises, écossaises et irlandaises. Nous n'avons pas la propriété d'un stade et donc nous n'avons pas de revenus fixes annuels liés à ce stade. Et c'est ce qu'a exprimé le président de la fédération, je crois que c'était au moment de la tournée d'automne. Les matchs au Stade de France font perdre de l'argent à la fédération puisque ça coûte extrêmement cher de louer le Stade de France et toutes les infrastructures qui vont avec. Et la recette des billets, de la des à côté, je cherche le mot, hein, de buvettes et de restauration, etc., ne sont pas assez pour couvrir les coûts de matchs qui intéressent moins, par exemple, comme des matchs contre le Japon, qui, je sais, n'étaient pas remplis. Je crois qu'il n'y avait que 60 000 personnes au lieu des 80, pour des matchs comme la Nouvelle-Zélande. Alors, c'est aussi quelque chose qu'il faut peut-être inculquer dans la tête des Français. Les petits matchs, c'est super cool à voir. Voilà. Je suis partisane il n'y a pas de petite équipe à aller voir. J'ai régulièrement le plaisir d'aller voir, et l'occasion hein, surtout, d'aller voir des matchs de R3. Donc c'est que c'est le plus petit niveau qui existe en compétition amateur en France en rugby. Et c'est très cool. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Si vous aimez le sport, honnêtement, c'est des matchs qu'il faut aller voir. Il y a quelques semaines, Chabal a dit sur le plateau du Canal Rugby Club que il faut un jour dans sa vie aller voir un match derrière les embûches parce que c'est là où il y a le plus d'ambiance. En fait, de mon point de vue, de personne jeune qui a vu ses premiers matchs de rugby autres que voilà, des matchs de temps en temps. Mon premier match de rugby, ça a été un déplacement, une délocalisation du Stade Français dans la ville dans laquelle je vivais à l'époque. J'avais 12 ans et mon match de rugby après ça a sûrement été à mes 18 ou 19 ans, quoi. Et c'était un match de rugby international. Et je suis de ces gens-là qui ont vu énormément de matchs derrière les embûches parce que c'est les places les moins chères, c'est facile d'accès, l'ambiance est sympa, donc en fait, on te regarde pas bizarrement si tu te lèves et que tu cries pour un essai comme dans certains stades, dans certaines tribunes. Voilà, oui, moi je suis du conseil, il faut aller voir les matchs derrière les embûches, mais il faut aller voir les matchs derrière les embûches parce que c'est aussi à petit budget et que ça permet de faire découvrir le sport à plus de gens. J'ai un peu dévié, mais
Oui, les «petits matchs» entre guillemets, donc par exemple les France-Japon qu'on a assez régulièrement et qui ne font pas carton plein, je peux comprendre que, si on a les moyens et l'occasion, c'est plus sympa d'aller voir France-Nouvelle-Zélande, France-Afrique du Sud, mais en fait, il faut pas, bouder ce genre de match parce que, c'est sympa et ça montre aussi à la nation adverse qu'en France, on aime tellement le rugby que, on respecte aussi ce genre d'équipe parce qu'on va voir ce genre d'équipe jouer, même si ça va pas être les matchs les plus beaux qui existent et donc tout ce déficit de billets fait que les matchs internationaux, au final, coûtent de l'argent à la fédération alors que ça doit en ramener. Hem, oui, en France, on paye aussi très bien nos joueurs, mais c'est pas spécialement le sujet numéro un. Hem, oui, j'ai également vu le fait qu'apparemment les officiels de la fédération avaient des cartes professionnelles et cetera. Je rentrerai pas dans ce débat-là. Ce que je veux dire, c'est qu'en France, on arrive à faire fonctionner notre rugby. Mais ce qui fonctionne le mieux, c'est notre championnat domestique. Ce n'est pas notre équipe de France, notre équipe, nationale. Ce n'est pas ce qui rapporte de l'argent au rugby. Ce n'est pas ce qui fait connaître le rugby en France, pour moi. Pour moi, ce qui fait connaître le rugby, ce qui fait briller le rugby, ce sont les clubs français qui, ont compris en fait. Qu'aujourd'hui, il fallait intéresser un autre public, il fallait se démocratiser, il fallait faire plein de choses pour garder son image de marque, pour avoir une image de marque. Et encore une fois, je suis désolée de prendre cette équipe-là en exemple, mais c'est pas la seule. Quand on parle de séries, etc., moi je parle de la série Le Stade, qui a été réalisée par Paramount Plus en partenariat avec le Stade Toulousain sur la saison 2022 et sur la saison de 2023. Non, 2021 et 2023, il me semble. Bref, la dernière saison est sortie en 2023, donc ça va être 2020-2021. Et c'est ça. Donc c'est la saison 2020-2021 et la saison 2021-2022. C'est une série qui est super bien. Où ça se voit que Paramount a eu le droit de tout filmer et de tout montrer. C'est ce qu'on n'a pas dans la série Netflix et c'est ce qui manque grandement à la série Netflix pour réussir. Puisque quand on la compare avec son concurrent direct, qui est sa grande sœur, qui est Drive to Survive, ça se voit profondément que les équipes de tournage n'ont pas eu le même accès. Oui, Max Verstappen ne veut pas être dans Drive to Survive plus que de nécessaire, donc c'est-à-dire il est filmé dans les paddocks, mais il ne donne pas d'interview. Il ne veut pas trop que, on montre que lui, puisque de toute façon, quand un pilote refuse de commenter sur ses courses, c'est compliqué de faire, tout un épisode concentré sur lui. Un peu complexe, mais Max Verstappen ne parle pas, mais tout le reste de l'équipe Red Bull parle. Son coéquipier parle, les 2 directeurs d'écurie parlent. Tous ces gens-là parlent à la caméra, donnent des interviews, acceptent d'être, montrés, acceptent que les caméras les suivent dans des conversations inconfortables, tout ce genre de choses est montré. C'est-à-dire qu'on peut contourner le fait de ne pas avoir accès à certaines choses. Le problème dans une équipe de rugby, c'est que si une partie des joueurs ou si une partie du staff ou même si la fédération ne veut pas donner accès à certaines choses, c'est très compliqué de contourner ces règles puisque même si on a un plus grand volume de joueurs, contourner Max Verstappen, c'est comme contourner l'équipe d'Irlande actuellement. Sauf que si encore, voilà, on avait Peter O'Mahony qui nous accueillait chez lui, qui nous parlait de sa vie, et Andy Farrell qui faisait la même chose, bon, ce serait un peu différent. Mais là, on ne l'a pas. Là, on ne voit pas. Et en fait, on ne voit pas l'Irlande, on ne voit pas l'Irlande gagner le Grand Chelem. L'année dernière, on ne voit pas l'Irlande gagner tout court. On voit rien, on voit rien. Et même moi qui aime le rugby, même moi qui aime bien regarder ce genre de série,
Et bah, en fait, je m'ennuie parce qu'on ne voit pas ce qu'on attend de ces séries-là. Pour ceux qui ont regardé le stade, on voit en 2021 le Stade Toulousain se faire remonter les bretelles à l'aéroport par la Croix parce qu'ils ont consommé de l'alcool après la finale de Coupe d'Europe alors qu'il leur avait été interdit de boire parce que, comme on le sait et comme on l'a vu si vous avez suivi la saison 2021, et comme ça l'est toujours, c'est des calendriers très serrés et le Stade Toulousain, même s'ils étaient champions, et ben ils avaient un match de top 14 à jouer la semaine d'après et le top 14, ils avaient comme objectif de gagner, ils l'ont gagné, mais certains joueurs ont dérogé à la règle, certains joueurs ont dérogé à la règle, mais c'est toute l'équipe qui a pris. C'est toute l'équipe qui s'est fait engueuler. Est-ce que c'était un petit peu gênant à voir? Oui, mais c'est exactement ce qu'on attend de ce genre de série et c'est exactement ce qui accroche l'attention des gens et c'est exactement ce qui fait que les gens vont rester et les gens en veulent plus. On est tous humains, c'est ce qu'on aime. Les humains aiment le sang, les humains aiment voir des choses inconfortables, aiment voir l'inconfort des autres, aiment voir ce que eux n'aimeraient pas avoir dans leur vie. Et c'est ce qui fait vendre. Et malheureusement, si le rugby veut faire ce qu'a fait la Formule 1, et c'est exactement ce que veut faire le fonds d'investissement qui a investi de l'argent dans la Champions Cup et dans les championnats outre-Manche, il faut pouvoir avoir accès à ce genre de choses. Sinon, l'argent ne résoudra aucun problème puisque l'audience du rugby va petit à petit mourir. Alors dans le sens premier du terme, mais aussi dans le sens va s'amoindrir parce que, en fait, oui, il restera toujours ce noyau de férus de rugby qui regardent les matchs parce qu'ils aiment le rugby. Je fais partie de ce genre de personnes. J'aime regarder les matchs de rugby, j'aime voir comment on joue au rugby, voir comment les joueurs évoluent, voir les types de jeux, les tactiques que les équipes peuvent mettre en place, mais je reste humain et j'aime voir les dramas. Voilà. Donc oui, je suis pas la cible type de ce genre de choses, mais si je prends un exemple assez simple, j'ai des gens dans mon entourage proche qui ne suivent pas la Formule 1, mais à qui j'ai dit regarde Drive to Survive parce que moi j'en parle de temps en temps de choses qui se passent, etc. Mais c'est une version dramatisée, c'est une version romantisée d'un sport qui ne plaît pas à tout le monde parce que oui, ça plaît pas à tout le monde de rester assis sur son canapé à regarder des mecs taper dans un ballon ovale et se courir après et se plaquer. Mais par contre, ça plaît à des gens de voir le quotidien des joueurs quand sur 8 semaines dans l'année, ils doivent tout donner pour gagner des matchs avec leur équipe. Ça plaît aux gens. Ça plaît pas aux gens de rester 2 heures assis sur son canapé à voir des voitures faire vroom vroom et se dépasser, ou même des fois pas se dépasser, parce que on se sait tous, si vous avez regardé une course de Formule 1 de votre vie et que vous y connaissez un petit peu, et ben Monaco, on se fait chier à Monaco. La course de Monaco, il se passe jamais rien. Et pourtant, moi je fais partie des gens qui regardent Monaco. Voilà. Mais les épisodes Monaco de Drive to Survive, c'est tourné différemment et ça intéresse les gens. Et là, ça intéresse les gens de rester 45 minutes à regarder une version dramatique de ce qui se passe à Monaco. J'ai une hâte monstrueuse de voir l'épisode de cette saison sur la victoire de Charles Leclerc à Monaco, parce que j'ai l'impression et je pense que ça va être incroyable, parce que c'était de toute façon dans le scénario dramatique, puisque c'était la première victoire de Charles Leclerc à Monaco. Et donc, l'épisode va être fou. Et c'est ce genre d'épisode que je dis, moi, aux gens de mon entourage, regarde cet épisode-là. C'est sympa, tu vas aimer le storytelling, tu vas aimer l'histoire qu'il y a autour de la victoire. Et en fait, on ne se concentre pas spécialement que sur le sport, on se concentre aussi sur les gens qui font le sport, puisque dans les sports d'équipe, on oublie
assez régulièrement et un peu trop que c'est les gens qui font le sport. Oui, il y a une équipe, mais il y a aussi 15 mecs sur le terrain et plus si on compte le banc des remplaçants. Il y a des gens qui font ce sport et c'est ces gens-là qui intéressent le public qui n'est pas aguerri. Et c'est en ça que moi je savais que ça allait flopper. Je savais que cette série-là n'allait pas avoir le succès qu'a et qu'a eu Drive to Survive et la traction que ça a donné au sport, puisque on n'a pas eu ces gens, on n'a pas eu les gens qui faisaient le sport. On a eu certaines personnes, mais on n'a pas eu tout le monde. Et chacun n'aime pas la personnalité de chacun. Voilà. Je n'ai pas spécialement apprécié la personnalité montrée dans la saison de Marcus Smith. Il n'est peut-être pas comme ça dans la vie de tous les jours. Ce qui a été montré de lui n'était pas spécialement un caractère qui me plaît, mais en Formule 1, je n'aime pas spécialement non plus le caractère de certains pilotes. C'est pas pour ça que j'aime pas regarder Drive to Survive. Et c'est pas pour ça que j'ai pas regardé la saison 2 de Full Contact. J'ai regardé quand même si on n'apprécie pas tout le monde, parce qu'en fait c'est comme dans la vie, on peut pas apprécier tout le monde, tout simplement. Et ça fait vendre également. Et c'est tout ce que n'arrive pas à faire le rugby, mais malheureusement il va falloir qu'ils s'y mettent. Je ne sais pas si peut-être, si des équipes comme l'Angleterre commencent à faire ce genre de choses, où ils laissent entrer des boîtes de production dans leur équipe sur certains événements. Ça va démocratiser la chose, mais il va falloir que ça se fasse un moment ou un autre, parce que le rugby va droit dans un mur. Il va droit dans un mur dans le sens où le rugby ne peut pas continuer à ne pas attirer de nouveaux publics en dehors de sa zone de confort, entre guillemets, si le rugby veut pérenniser et veut gagner de l'argent et veut être compétitif, veut pouvoir faire plein de choses, le rugby doit se démocratiser. Et ça se voit bien dans des nations qui ont du mal. Donc on verra ce qui se passe. Peut-être que voilà, d'autres fédérations vont s'inspirer, peut-être qu'il va y avoir des choses faites par les fédérations sous leurs règles. Je ne sais pas si ça va être bien plus intéressant, mais en fait, en France, on a bien cette idée-là avec le Au cœur des Bleus, les petits vlogs que font la fédération, ce genre de choses. Un peu plus poussé, un peu plus travaillé, fait avec une boîte de production comme Netflix. La poule aux œufs d'or, c'est la poule aux œufs d'or parce que c'est ça qui intéresse les gens. On voit un petit peu tout, tu rajoutes une ou deux interviews, des joueurs qui parlent de trucs, de choses, machin. Je demande même pas, moi, à voir leur famille comme on voit dans la série Netflix, hein. Je demande juste à voir les joueurs. Moi, ça me va. Et ça, je suis sûre que ça fonctionne. Un petit peu plus poussé, tout ce genre de choses. C'est sûr que ça fonctionne. Ne serait-ce que ça, et ça ne demande pas spécialement d'effort, puisque la fédération française le fait, alors que la fédération n'a pas spécialement ouvert les portes à Netflix plus que ça, j'ai l'impression. Et ça s'est vu l'année dernière également. C'était pas une des fédérations qui était contente d'avoir la série. Juste ça suffit en fait. On ne demande pas aux fédérations de sortir à fond de leur zone de confort et d'avoir des énormes caméras qui suivent les 35 sélectionnés pendant toute la semaine et pendant les 8 semaines, même quand ils font de allers-retours en top 14 ou machin. On leur demande pas ça en fait. On leur demande juste de vivre à l'intérieur de leur groupe. C'est peut-être pas confortable pour tout le monde, mais c'est ça qu'il faut. Donc on verra ce qui se passe pour la suite. La fédération irlandaise le fait un petit peu, par exemple avec le Leinster, où ils publient toutes les semaines des vlogs pareils de leur semaine. Celui qu'ils ont fait sur leur déplacement à La Rochelle, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Donc c'est sur la chaîne YouTube du Leinster Rugby. C'est très cool. Alors c'est très rugby, hein. C'est très centré sur le rugby, machin. Et c'est super cool, vraiment. Donc voilà, il y a des équipes
qui commencent à le faire. J'espère que ça va se démocratiser puisque oui, j'aime le rugby, mais j'aime aussi également ce genre de choses, comme je l'ai dit 25 fois depuis le début de ce podcast. Mais voilà, en fait, je voulais parler de ça parce que je l'ai vu arriver, j'ai vu beaucoup de gens en parler et j'ai vu beaucoup de gens dire: «Bah, en fait, c'est pas surprenant» et non, ce n'est pas surprenant que la série soit un peu morte dans l'œuf puisque voilà, enfin, quand ils l'ont annoncé, j'ai été si peu surprise que ça m'est passé au-dessus de la tête et que je me suis dit: «Bah ouais, en fait, c'est normal» et quand là, j'ai vu la saison 2, je me suis dit: «Ah oui, c'est encore plus normal». Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez regardé, si vous avez aimé ou non et voilà. Surtout, bah, passez une bonne fin de semaine et passez un bon week-end de rugby et nous, on se voit la semaine prochaine.